Cette semaine, dans le balado, on assiste à un accouchement qui aura de grandes répercussions. On affronte un esprit malveillant et on se fait justice soi-même. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! C'est un thème général, mais je pense que la mort est pas mal dans tous les films. Oui. De différentes façons. Et je dirais assurément le surnaturel aussi très, très présent, encore une fois. Mais avant de parler de ces sorties de la semaine, un petit tour d'actualité. Ah, mais oui, j'ai juste avant. Je suis tellement pas habitué. Ben oui. C'est ça, n'hésitez pas à nous contacter pour commanditer le balado, comme ça tu vas devenir habitué qu'il y a des commandites à chaque épisode. C'est encore une fois nos amis de la distillerie Stadaconé, qui est située en plein cœur du quartier Limoilou à Québec. C'est un endroit à découvrir. En effet, depuis bientôt 5 ans, Stadaconé offre une expérience immersive afin de vous faire découvrir son histoire et ses produits. Et ce, grâce à une visite réinventée, vous pourrez participer à un jeu d'évasion, découvrir les secrets de la production de gin et déguster leurs spiritueux, liqueurs et plus encore. Puis je l'ai dit la semaine dernière, je l'avais déjà fait cette affaire-là. Soyez pas craintifs, ça dure pas 1h15 puis vous êtes oublié là. C'est une quinzaine de minutes, c'est très cool. Vous aurez également la chance de voir comment sont produites les gin grilla. Stadaconé s'est amusé à réinventer la sangria avec des prêts à boire à base de gin qui se distinguent grâce aux arômes donnés par de vrais jus de fruits. D'ailleurs, la nouvelle gin grilla rosée aux saveurs de framboise, citron et des pommes grenades est maintenant disponible. Profitez-en pour redécouvrir la gin grilla classique à saveur de canneberge et d'agrumes ainsi que la blanche qui est au goût de pêche et de mangue. Vous pouvez passer à la boutique de la distillerie Stadaconé ou vous rendre directement en SAQ pour vous les procurer. Merci, Stadaconé. Est-ce que ce sont des produits à saveur internationale qui pourraient accompagner bien nos films cette semaine? C'est ça. C'est des, je sais pas, saveur internationale dans le sens que c'est des gins québécois. Là. Fait que reste après, t'as juste à te faire un sirop simple à saveur funky. Je sais pas qu'est-ce qui serait l'ingrédient qui représente l'Inde, là, peut-être. Ou la Corée. Ouais, c'est ça, mais je dirais c'est deux différents. En Inde, ça pourrait être au garam masala. Là, tu te fais un sirop simple de ça, bien sucré. Pour gin tonic, au garam masala ou à la cardamome peut-être. Au cumin. Un bon drink au cumin. Donc, actualité, petite semaine, mais il y a quand même quelques trucs, moi, qui ont capté mon attention. Est-ce que tu avais de quoi de ton côté? Vas-y, c'est toujours la chose que j'oublie. Ben, dans les suites qu'on n'attend pas et qu'on se demande toujours si c'est nécessaire. OK, qu'on veut pas, quasiment. Ouais, écoute, ça pourrait être toujours une belle surprise. Je suis toujours prêt à donner une chance. On a annoncé qu'il y aurait un Matrix 5 en préparation. Vu le succès du 4, écoute... Oui, c'est ça qui est le plus surprenant, qui était vraiment un échec ça l'a commercial. pas aidé de sortir en genre de pandémie, au moment où les choses refermaient, puis tout, là, Noël 2021, 20, là, je sais plus trop. Mais c'était pas très bon quand même. Là. C'était vraiment du réchauffé. Oui, bien qu'il y avait un petit côté méta que moi j'avais apprécié, mais c'était l'introduction était le fun. Là, le côté, dans le fond, c'est vraiment arrivé, mais l'oublier, fait qu'on fait croire que c'est un jeu vidéo, puis il y a tout ça. Mais on dirait que c'était juste un prétexte pour ramener tout le monde, puis dire, ça a encore lieu. Puis c'est comme, mais vous aviez comme fini l'histoire. En fait, l'histoire finissait, mais en disant que ça allait se répéter, mais c'est comme, nous, ça sert à rien de la revoir encore et encore. Mais là, ça serait, tu sens qu'il est nous ou toujours... Pour l'instant, on n'a pas confirmé le retour des comédiens. En fait, ce n'est même pas les sœurs Wachowski qui sont impliquées dans le projet. C'est Drew Goddard qui a réalisé entre autres Cabin in the Woods. Et aussi était derrière la série Daredevil sur Netflix, qui était vraiment excellente d'ailleurs. Aussi scénariste de Cloverfield et tout ça. Donc, qui aurait pitché à Warner une idée qui doit être assez intéressante, j'imagine, pour qu'il lui donne le feu fait que ça serait vert. peut-être plus un spin-off qui peut être plus intéressant que là, laissons Neo tranquille. Là, Trinité. Là. Donc, à suivre, on verra si vraiment ça va se concrétiser. Bref. Can't wait. Sinon, moi, un cinéaste que j'aime bien, mais je sais que c'est pas le préféré de tous, c'est Kevin Smith, quand même, qui est derrière du bon et du mauvais, là, on doit se le dire. Oui. Mais je pense qu'il va faire quelque chose de bon. Je pense qu'il sort un film, en fait, son prochain film qui s'appelle The 430 Movie,
une espèce de coming of age qui se déroule en 1986 sur son adolescence à lui. Mon année de naissance. C'est vrai, hein? Lorsqu'il allait au cinéma ado avec ses amis. Et finalement, l'un d'eux va inviter une fille, un gros crush sur une fille, puis elle va comme joindre à ce trio-là, puis ça va créer, je pense, des frictions, ou en tout cas, bref, on n'a pas mais trop de détails. 4:30, c'est-tu comme après l'école à 4h30? Effectivement, je pense que c'est le film qui jouait en sortant de l'école. Donc, ça ne se déroule pas dans l'univers de Jay and Silent Bob. C'est pour que je disais ça en introduction. C'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que ça a peut-être plus des airs de Chasing Amy. Là. Je pense que ça peut être intéressant, honnêtement. Le film devrait sortir. Fait Smith a toujours maintenant une nouvelle approche où il sort le film. Il fait juste des Q&A puis des projections. Il fait comme une tournée nationale. Fait que c'est pas des cinémas nécessairement, c'est dans plus des théâtres. Puis des... Oui, sauf que là, on a annoncé que le film sortirait quand même plus tard dans l'année, une sortie conventionnelle. Donc, ça va être à surveiller. Puis, ce qui est quand même intéressant, il faut dire que Kevin Smith a racheté, je pense, il y a à peu près 2 ans, si ma mémoire est bonne, le cinéma en question qui allait lorsqu'il était enfant et adolescent au New Jersey. Puis, qu'il a renommé le Smod Castle en hommage de son podcast. C'est ça. C'est une secte, là, Kevin Smith. Vraiment, c'est ça. Puis, je suis abonné quand même au cinéma pour le fun. Puis, quand même, il présente beaucoup de vieux films aussi. Puis, souvent, il va amener... évidemment, il y a des contacts, là, quand même, à Hollywood. Fait que souvent, des événements avec des acteurs tout ça, là, qui ont joué dans un film. Tu es quand même pas loin de New York et tout. Là, ça aide pour... c'est ça. Fait que j'imagine qu'il partage maintenant son temps entre Los Angeles puis le New Jersey. Écoute, je pense qu'il y avait même, à un moment donné, c'était les 3 Clerks là, qui étaient passés en marathon avec les comédiens. Puis j'ai failli y aller, j'ai pas hésité. J'espère qu'il fait pas juste rejouer ses films tout le temps. Là. Non, il y a des nouveautés, honnêtement. Et puis c'est ça, je pense qu'il y a 4 films, fait qu'il y a toujours 3 nouveautés de la semaine, plus un classique, moins 4 écrans. Ou est-ce que je sais pas s'ils split là, les heures ou whatever. Mais fait que bref, moi ça m'intrigue. J'avoue quand même que je suis un fan de Kevin Smith et je l'ai vu en personne 2 fois, dont pour le dernier Clerks, j'ai été assisté à Montréal. S'il passe à Montréal pour la tournée de ce film-là... Probablement que je vais y aller encore. Ouais, j'étais assez fan pour ça. Sinon, restons près de chez nous. Des nouvelles de Denis Villeneuve. On a confirmé que Dune 3 était officiellement en production chez Legendary, le studio derrière. Mais on a aussi annoncé qu'ils avaient acheté un projet pour Villeneuve. Donc, il avait mentionné qu'après Dune 2, il prenait une petite pause de l'univers d'Arrakis, de Herbert. Il voulait faire comme un film entre les deux. Et ça serait peut-être Nuclear War à scénario de Annie Jacobson. C'est un roman de non-fiction qui parle de probabilité, de scénario. Qu'est-ce qui se passerait si l'Amérique serait attaquée par une arme nucléaire, par une bombe nucléaire. Fait que, ça veut dire quoi de non-fiction? Dans le sens, c'est une histoire ou c'est juste c'est comme un roman documentaire? C'est même pas un roman, c'est vraiment des entretiens avec différents spécialistes de l'armée, du gouvernement, qui explorent comment tout ça se déroulerait, comment on réagirait, et tout ça, les impacts, tout ça. Mais est-ce que de ça, il en ferait un genre de docu ou il en ferait une fiction? Je pense qu'il en ferait une fiction. Ouais. Je pense pas qu'il ferait un documentaire là-dessus. Donc, est-ce que ça va devenir aussi satirique que Don't Look Up, par exemple? Écoute, je sais pas. Ça peut être intéressant de voir quelle approche Villeneuve pourrait prendre pour ça, mais ça pourrait être un thriller très, très réaliste aussi. Là. Mais le film World War Z qui était sorti il y a quelques années. Mais ça, c'était pas de la non-fiction, mais je comprends. C'était comme ça. C'était monté comme une non-fiction, le roman. Il s'appelait comment? Max Brooks. Brooks, c'est ça. Que j'avais lu d'ailleurs. Mais lui, il avait fait ça. Au début, c'était le Survival Guide ou quelque chose comme ça. Puis après ça, il en avait fait un autre où là, c'était comme un genre de journal intime. C'était World War Z, c'est ça. Ah, c'était, littéralement, d'accord. Ça, effectivement. Donc, qui était justement un journal qui retraçait les origines de la pandémie et tout ça. Mais monté comme plus un mémoire. Ouais, puis ça me semble, il avait dit qu'il en ferait 2-3, puis finalement, ça a été un insuccès à ce point-là, ou ça a été non, je pense qu'on a juste de la misère à financer le 2 ou à arriver avec une histoire satisfaisante, parce que je le vois, là, à chaque année ou 2, il y a tout le temps des rumeurs. Ah, finalement, ça s'en vient, puis ça stagne tout le temps. Fait que bref, à surveiller, mais on sait que Villeneuve est quand même rattaché à plusieurs projets, dont, entre autres, l'adaptation du classique d'Arthur C. Clarke, Rendez-vous with Rama, une autre pièce de science-fiction. Ouais, Cléopâtre aussi. Cléopâtre, effectivement. Ça, quand ils l'ont
quand ils en ont parlé en disant ça va être Zendaya puis encore Chalamet, ça avait l'air d'être littéralement là, le prochain projet qui allait venir tout de suite, mais là on dirait que c'est plus ouais mais là financement scénario ce sera pas de suite. Non, donc à suivre tout ça. Fait qu'écoute ça doit être capoté, ben il est pas le seul là, c'est juste que là le spotlight est sur lui en ce moment, mais quand on dirait que t'as tellement de choses devant toi que tu le sais quel film tu vas être en train de faire dans 13 ans parce que ça doit être anxiogène en fait. C'est où ta liberté créative finalement? Là? Tu peux plus être j'ai une nouvelle idée, je voudrais faire une rom-com dans l'espace. C'est comme ben t'as feras en 2039. Ben voyons donc. Ouais, quand t'es dans la machine puis que t'es hot ou que tout le monde te veut, effectivement, ça peut être très très prenant. C'est ça, mais il y a aussi souvent des films que oui, ça va avoir lieu, même au Québec ou partout, les comédiens, les réals sont attachés à plein de projets que là, les producteurs pitchent, puis on veut le financement, puis là, on va avoir Nicole Kidman dans le film, blablabla, puis là, finalement, maintenant, il n'y a plus d'argent, puis c'est juste, on fait pas le film. Fait que c'est pas grave d'être attaché à plein d'affaires, parce que c'est juste dommage quand, on y reviendra, ce genre de comédien, que t'écris ton film, tu le réalises, là, tu le portes à bout de bras, ben là, tu te batailles du début à la fin, mais Villeneuve, il y a sûrement un droit de regard sur ses scénarios, quoi que ce soit, mais à un moment donné, jusqu'à date, c'était plus voici un film, veux-tu le faire? Ben oui, vous me direz quand on est rendu. Quand c'est concret, là, j'embarquerai dans le projet un peu, Blade Runner, des affaires comme ça. Là. Mais là, ça va être intéressant de voir justement ce qui, dorénavant, va le voir toujours scénariser ses propres projets. Ce qui est pas impossible. Il produit-tu lui-même des trucs? Maintenant rendu producteur, et Tania Lapointe, sa conjointe aussi, était productrice de le classique duo. De Power Couple, qui devient... Et d'ailleurs, elle est impliquée justement dans ce projet-là aussi, de Nuclear War. Mais, c'est ça. Fait que, puis juste en terminant, avant que je l'oublie, parce que je ne l'avais pas noté, mais je voulais en parler la semaine dernière. La semaine dernière, c'était plus à l'étape de rumeurs concernant le nouveau Joker, qui va avoir une nouvelle bande-annonce dans les prochains jours. Le poster est sorti cette semaine, fait qu'il doit quelque chose s'en venir. Puis finalement, on est venu confirmer un peu cette rumeur qui circulait que, qu'on avait déjà annoncé le projet, on parlait de comédie musicale, ou que la musique serait quand même très présente. Évidemment, ça va être une espèce de moulin rouge, de ce qu'on comprend. Il va y avoir comme une quinzaine de succès là, connus. C'est pas nécessairement des compositions originales, mais des reprises de chansons. Orchestrées. C'est ça, probablement mettre au goût du jour, ou en tout cas... Tu vas avoir Bad Romance de Lady Gaga? La question, ça serait drôle, c'est cette référence méta d'inclure une chanson de Lady Gaga. Mais, fait que déjà, ces réseaux sociaux, je te dis que ça chiolait pas mal dans le fandom d'une certaine démographie. Ouais, c'était un drôle de film. Hein? C'était déjà un film un peu polarisant pour ça. Là. C'est juste... Certains, c'était un chef-d'œuvre, puis pour d'autres, c'était une risible merde. Fait que c'est sûr que... Moi, je pense que ça va marcher au box-office. Est-ce que ça va être... Je pense pas que ça va être nul à chier, mais ça se peut que ça fasse des mécontents, mais on dirait que ça fait jaser. J'espère juste que... Les gens vont pas bouter juste pour dire il y a des chansons, je veux pas aller le voir. Mais donne-toi la chance. Là. C'est peut-être justement la manière d'apprivoiser ça. C'est ça que je trouve drôle à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux. Maintenant, dès qu'il y a une petite nouvelle, une petite affaire, une image, les gens chialent, mais t'as pas de contexte, t'as pas vu de bande-annonce encore, même pas vu le film non plus. Ça peut être surprenant. Mais en tout cas, je trouve ça audacieux quand même de Todd Phillips là, d'aller complètement ailleurs et de proposer quelque chose de nouveau. On se plaint souvent que les films de super-héros font tout le temps la même affaire. Là, lui, finalement... Exact. Fait que ça j'apprécie. Exactement. Sinon, bande-annonce, tu m'en as parlé, puis ça a été une belle surprise, j'avais pas vu ça passer. Je te laisse aller avec ça. Ouais, c'est Cuckoo de... Je sais même pas qui fait ça, je n'ai même pas noté. Tiller Stigman. C'est des premiers films. C'est un deuxième, mais j'ai pas vu c'était quoi son premier. C'est un film d'horreur un peu indie, là, produit chez Neon. Qui va sortir au mois d'août. Ça devrait arriver ici. J'ai vu que, en tout cas, Elevation Picture l'avait au Canada, fait que souvent ça se ramasse chez Entracte Film, fait qu'on risque de voir ça arriver. Une histoire un peu bizarre d'une jeune fille qui, avec ses parents, vont vivre dans l'espèce de... comment on appelle ça, le villégiature, là, genre d'hôtel de villégiature en Allemagne, qui est dirigé par un monsieur weird joué par Dan Stevens, qui est dans tout. Il était dans Godzilla, il va être dans le film d'horreur Abigail dans 2 semaines. Puis lui, on l'avait déjà vu dans des films allemands, là, c'est un Anglais qui parle très bien allemand, fait qu'il est capable de passer pour l'un et pour l'autre, ou pour un Américain, évidemment, comme bien des acteurs anglais. Bref, fait qu'il va se ramasser là, mais là, sa sœur, si je comprends bien, est muette. Puis lui a l'air de triper pas mal sur elle, d'avoir beaucoup d'attention vers elle. La jeune fille principale a l'air à trouver que
est la seule qui remarque que c'est très bizarre, puis tout est weird, puis que même ce monsieur-là, joué par Stevens, dit des phrases vraiment tordues, tu sais. Puis, je sais pas trop. Des phénomènes surnaturels. Oui, c'est ça, aussi, genre là, de fantômes ou personnes cachées, je sais pas trop, ça a l'air juste creepant. Ça va être un rip-off de Shining, là, mais d'être dans une place qui est comme un peu fermée, mais il faut que tu t'en occupes en attendant la haute saison, puis... Visiblement, la famille semble avoir un lien avec le lieu. C'est ça, là, ce qu'on exact. Mais... Ouais, il dit des phrases tordues du genre « fallait absolument que vous soyez là, il fallait vous », là, tu sais, quelque chose comme ça. Bref, le genre de horreur spooky, elevated horror qu'on appelle, là, qui va parler aux fans là, des premiers Jordan Peele, puis ça me faisait penser un peu, je te disais, j'oublie toujours le titre du film, là, mais récemment, là, le Nick Cage là, qui est dans des rêves puis que ça devient un peu tordu. Dream Scenario, là, c'est ça, qui a l'air un peu plus épeurant que ça, là, mais qui comme dans cette espèce de réalité alternative, je sais pas trop. Fait que, pour les fans de cinéma d'horreur et de cinéma indépendant, là, ce genre de truc, coucou. Ouais, ça pourrait être une très très belle surprise. Puis moi, en fait, ce que j'ai surtout noté, c'est que la présence d'Hunter Schafer. C'est qui ça? Une autre de graduée d'Euphoria, quand même. Okay, fait que là, est-ce que ça sera la troisième à connaître un franc succès en 2024. Ouais, il y a quelques années, là, on vient de sortir de la passe où c'était tout le monde de Game of Thrones qui était lead dans des films tour à tour. Puis là, c'est Euphoria, mais c'est plus des ados à ce moment-là. Mais tout du monde qui ont été tout nus à télé qui finissent par être au cinéma. Ouais. Ben, sauf Zendaya quand même, qui avait gardé ses vêtements. Je sais pas, j'ai jamais écouté ni l'un ni l'autre. C'est vraiment excellent, honnêtement, là, Euphoria. Une série très très edgy, mais les comédiennes sont vraiment, en fait tous les gens dans la série, mais particulièrement ce trio-là. Donc après Zendaya puis Sydney Sweeney, c'est le fun de voir aussi Hunter Schafer, qui est quand même à la base aussi une transgenre, là, donc ok. C'est pour ça qu'elle avait été castée dans Euphoria. Ok, pour son personnage. Ouais, c'est ça. C'est drôle, tu parles de Zendaya, puis il y a le film Challengers qui s'en vient bientôt de Luca Guadagnino à la fin du mois, puis j'ai écouté. Il y a un balado, OK, je vous envoie vers un autre balado si ça vous intéresse, qui est en anglais, c'est celui du DGA, c'est la Directors Guild of America, donc le syndicat des réalisateurs. Puis ils font souvent des Q&A qu'un un ou une cinéaste interviewe l'autre pour son nouveau film. Et là, c'est pas gênant, c'est Spielberg qui interviewait Villeneuve pour parler de Dune Part 2, c'est un des derniers épisodes qu'ils ont eu, puis ils font ça devant le public, etc. Puis Spielberg a posé la question, il a dit « Est-ce que tu as remarqué sur le plateau qu'il y avait des gens qui étaient comme plus curieux que d'autres, qui posaient des questions sur la direction et tout? » Probablement que Spielberg parle d'expérience puis qu'il en a vu comme ça dans ses nombreux films qui ont fini par faire un passage de l'autre côté. Puis il dit « Ouais, il y en a une qui était vraiment, tu vas me voir venir, c'était Zendaya. » Il dit « Elle, même les journées qui n'étaient pas sollicitées, étaient là entre Denis puis le directeur de la photo, Greg, je sais plus qui. » Puis des fois, elle posait des questions, des fois, elle faisait juste écouter les choix, les interactions qu'on fait, les affaires. Puis elle dit, je suis vraiment pas surpris que dans une couple d'années, elle a l'air de quelqu'un qui lead sa carrière avec beaucoup d'aplomb. Là. Fait qu'on pourrait, j'imagine, voir un film. Puis là, Spielberg fait la blague il se fait un mémo vocal de genre pour sa compagnie de production, mettons, pitcher approcher Zendaya pour lui faire réaliser un film de 8 millions de dollars, là, une affaire comme ça. Mais ça me fait rire aussi parce que là-bas, ça dit 8 millions, c'est comme quand quelqu'un débute, là, ça, c'est un budget d'entrée, c'est 8 millions. Ici, c'est pas mal nos gros films. Là, un budget d'entrée, nous autres, c'est genre 400 000 là, pour faire je sais pas quel film. Là. Mais bref, c'est une petite parenthèse. J'aime bien, j'écoute les épisodes des films que j'ai appréciés, puis souvent ils sortent le temps que le film sorte, que plusieurs gens l'aient vu, parce qu'il y a souvent des divulgateurs dans leur conversation. Fait que des fois ça arrive, comme Dune, il est arrivé je pense au début de la semaine, là, ça fait déjà 3 semaines, un mois même que c'était à l'affiche, c'est sûr. Fait que si on trouve ça directement sur le site de moi je me suis abonné sur la balado là, de DGA Podcast, là, tapez ça. DGA Podcast. Je sais pas s'il existe en version vidéo. Moi, c'est juste audio. Il doit l'avoir sur Spotify ou peu importe où vous écoutez. Fait que c'est de là, finalement, que le beau compliment de Spielberg envers Villeneuve est sorti. Sur la scène de verre? Entre autres, mais il disait que Dune était un des chefs-d'œuvre de c'est ça. En fait, c'est exactement tout vient de cette entrevue-là. Mais tu sais, c'est aussi, ça a dû être rapporté avant parce qu'il y avait du public. Là, fait qu'il devait y avoir des journalistes à ce visionnement des affaires-là comme ça. Mais là, le podcast est sorti depuis une semaine. Puis voilà. OK. Bon, allons-y avec les sorties. Je voulais revenir sur une affaire. Bon, ça fait déjà une quinzaine de minutes, là, mais
j'ai réécouté parce que c'est peut-être sorti pendant qu'on était en pause. Ouais. Horizon, An American Saga, là, le diptyque de Kevin Costner western, je crois que j'avais pas écouté la bande-annonce. C'est comme, bon, il va faire ça sur la conquête de l'Ouest et quoi que ce soit. Mais je trouve que ça a vraiment l'air bon. Ça a vraiment l'air épique, puis le fun, puis finalement, tout ça pour dire... T'es excité. Ben, c'est ça, c'était comme un film que c'est comme, ben oui, je vais aller voir ça quand ça va sortir. C'est comme ça, de toute façon, on voit pas mal tout en les couvrant. Mais soudainement, j'ai fait, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Là. Je l'aime, Kevin Costner. Puis, surtout dans le western. Ouais, c'est comme son genre. Là. J'ai dû pas mal toutes les voir, mais il faudrait que je les revoie. Je me souviens qu'Open Range, c'était comme... j'ai jamais vu Wyatt Earp, puis les premiers qu'il a fait, qui durent genre 3h30. Là. T'as jamais vu dans oui, Retour, ça? Oui, je l'ai vu. D'accord. C'est ça. Ben, je pourrais me retaper un peu de Kevin Costner d'ici là. Le premier volet est à 28 juin, je pense. 28 juin, le premier volet. On pourrait se retaper les westerns de Kevin Costner. Ben, il un marathon. Ouais, c'est ça. Ben, il y en a vraiment... il y a au moins 4. Ben, Danse avec les loups est considéré comme un western de sa façon. C'est certain. Wyatt Earp. Ouais. Open Range. Puis je suis sûr qu'il y en a un autre que j'oublie. Là. Sûrement. Parce qu'il y en avait comme un ou 10 ans, là, à peu près. Ouais. J'espère que quelqu'un est en train de le crier dans son auto, dans le trafic. Là. Sinon, j'ai recherché. Draft Day. The Postman, c'est-tu... Non, c'était plus un post-apo. C'est pas moins... Ben, il y a un petit quelque chose. Ça fait très longtemps que j'ai vu ça. Il y a un petit quelque chose de confrontation et tout, mais c'est pas un classique western dans les débuts de l'Amérique. Là. C'est pas ça. Non. Même si la facture et le ton est là. Ouais, c'est un peu ça. Fait que non, moi aussi j'ai vraiment hâte de voir ça. La bande-annonce est vraiment bien montée. Là, on parle vraiment de 2 parties, là, 28 juin puis 16 août, une affaire comme ça. Mais il me semble que j'ai lu quelque part que ça allait même 4 films. C'est supposé. Ouais, c'est peut-être toi qui en parlais aussi. Là, fait que peut-être dans 1 ou 2 étés, on aurait les 2 autres volets ou quelque chose. Mais là, ils l'annoncent pas 4 volets parce que je pense que ça ferait peur. Là. Probablement qu'à la fin du 2e, on va avoir quelque chose d'assez fermé là, pour pas qu'on soit en haleine, là, nécessairement. Là. Fait que, non, ça va être à suivre. Ouais, c'est ça. Bon, ben allons-y avec les nouveautés. Ouais. Tu veux commencer avec quoi? Ben parlons de marathon. Moi aussi, je me suis lancé dans un marathon à cause de la sortie de ce film-là. OK. The First Omen d'Arkasha Stevenson, qu'on revisite... presque 50 ans plus tard. Ben oui, ça, je l'ai dit, c'est une drôle d'idée parce que le film original de Richard Donner est sorti en 1976. Fait que dans 2 ans, ça va faire 50 ans. Fait que pourquoi il fallait rusher là pour sortir le prequel après 48 ans? Vous auriez pu attendre juste un peu, puis ça aurait été plus symbolique, je pense. Ouais, moi aussi, peut-être qu'ils ont quelque chose d'autre dans les cartons pour le 50e. Il avait déjà fait un remake en 2006, que je pense que ça avait été plus ou moins accueilli, mais peut-être qu'ils vont faire un genre de suite direct à cette nouvelle affaire-là. C'est peut-être ça l'objectif. Bref, fait que le Omen, c'est le fameux petit garçon Damien qui est comme l'antéchrist. Fait que ce qu'on veut savoir ici dans La Malédiction, le commencement, c'est, mais là, lui, il vient de où? Comment il a été un peu conçu? Fait que, tu sais, on se doute donc que ce film-là va mener vers un drôle d'accouchement d'un bébé démon, là, qui serait la réincarnation du diable, finalement, mais sous forme humaine. Alors, on va être à Rome, où va débuter sa vie religieuse. Une jeune Américaine va découvrir tranquillement qu'il y a des espèces de conspirations qui préparent la venue de l'Antéchrist. Et tout ça sous forme de film d'horreur... sauce américaine avec du jump scare puis un peu de body horror au travers. Fait que c'est drôle parce que ça rappelle, c'est un drôle de timing qu'il y a eu Immaculée il y a 2 semaines, qui était comme une version un peu indie de quelque chose comme ça, là, de prendre des nonnes un peu innocentes puis des engrosser à leur dépens. Et qu'il y a une espèce de société secrète à l'intérieur même de l'église. Ouais, c'est ça, de genre de prêtre extrémiste, là, genre. Fait que, ben, finalement, c'est comme tu le sais que ça va être ça, là. Fait que tu découvres tranquillement qu'est-ce qui se passe. Je trouve que c'est un film qui était quand même très efficace dans cette fonction-là, exactement. Si on les compare d'un à l'autre, là, on va arrêter de jouer des comparaisons à un moment donné, mais comme je dis, il y en a un qui est plus indépendant, je mène, Sydney Sweeney qui voulait porter le film puis le faire puis le produire et tout. Puis là, on a une facture plus blockbuster un peu. Là. Mais plus d'argent dans plus de morts, plus de trucs dégueulasses. J'ai réécouté le premier Omen. J'ai écouté, en fait. Je l'avais jamais vu. Ouais. Et
je trouve ça... je suis dubitatif. Parce que je sais que j'aimerais ça... J'ai pas cherché... en fait, j'ai pas pris le temps de regarder comment ça avait été reçu, ce film-là, en 76. Parce qu'aujourd'hui, 48 ans plus tard, je suis comme... Ouais, mais tu sais, c'est bien fait. Il y a un ton, c'est plus un suspense. Ouais. Mais je trouve que c'est pas grand-chose. Je trouve qu'il y a une grosse mysticité de l'enfant Damien puis le petit démon. Petit démon, c'est apparence humaine, mais tu sais, qui contrôle un peu les gens à se suicider puis à mourir. Puis plus le monde cherche à trouver réponse, plus il meurt. Mais le film est pas très épeurant, pas très horrifique, moi, je trouve. Là. Non, effectivement. Tu vas dire, on est plus dans l'enquête. Ouais, c'est ça. En quelque part. Puis tu sais, je pense que le film... Au niveau critique, avait été, c'est un accueil un peu mitigé, mais ça avait été un des grands succès au box-office. C'est ça, puis qu'il a connu 2 suites. Ouais, 2 suites. Puis un remake en 2006, puis je suis pas sûr que les suites étaient très bonnes, là, je sais pas. Écoute, je vais y revenir, c'est ça. Mais je pense que The Omen s'inscrivait dans ce nouveau style d'horreur qui suivait The Exorcist, quelques années plus tôt, où justement on traite ça quasi comme un documentaire très sérieux. Ce qui est quand même étonnant, c'était je pense le 3e film de Richard Donner au cinéma. Lui, son background était vraiment beaucoup la télé. Ça a été vraiment un énorme succès qui a lancé comme le reste de sa carrière. Mais qui n'a pas refait d'horreur vraiment par après. Il avait produit The Last Boys, mais comme réalisateur, non. Mais moi, en réécoutant, je trouve honnêtement qu'il a bien vieilli. Oui, ça oui, quand même, je suis d'accord. Puis il y a quand même des images un peu choquantes, là, ou même la thématique lui-même d'infanticide qui est abordé. Là, oui, c'est ça. Ouais, ça me rendait mal à l'aise. Il y a beaucoup ça cette semaine là, de tuer des bébés. Là, puis en tant que nouveau père, j'étais vraiment pas à l'aise avec ces trucs-là. Là. En plus, ce qui est particulier, c'est que c'est un des derniers films de Gregory Peck. Là, à partir, je pense, de 78-80, il s'est fait vraiment plus rare, qui était quand même une des légendes d'Hollywood des années 40 et 50 et 60. Puis de le voir dans un espèce de rôle comme ça, je pense que pour beaucoup... C'était comme surprenant. Bref, le deuxième que j'ai terminé hier, quand même assez bien, un peu moins bon que le premier, mais quand même une bonne twist surprenante à la fin. Damien, as-tu encore 5 ans? Ou là, non, là, on est rendu ado, fait que c'est une dizaine d'années plus tard. Il va vivre chez le frère du personnage de Gregory Peck. Puis, fait que là, il va se passer différents trucs. Puis là, quand les gens commencent à enquêter, ils commencent à tout mourir un après l'autre. C'est ça. Fait que là, dès qu'il y a des soupçons et tout ça. Puis là, je vais quand même écouter le 3. Je vais m'y rendre parce que le 3, je l'ai jamais vu. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est Sam Neill qui le joue. Ouais. Donc, on retrouve un Damien adulte, finalement, dans le monde de la politique, de ce que je comprends, parce que c'est un peu ça qu'on le promet. C'est pour ça qu'ils le remettent à une famille de politiciens, un ambassadeur et... d'ailleurs, à la fin, ça se terminait du The Omen où Damien était avec le président et la première dame. Oui. Puis finalement, on a comme écarté ça dans la deuxième suite. Puis le scénariste qui n'était pas revenu pour le 2, il a dit moi, j'aurais poursuivi cette veine-là que je trouvais plus intéressante. Bref, mais on est allé ailleurs. Mais effectivement, donc là, on retrouve Damien dans la fin vingtaine, j'imagine, là, qui était l'âge de Sam Neill. Fait que j'ai hâte de le voir. Mais ceci dit, The First Omen... j'ai été quand même surpris. Est-ce que c'est une histoire nécessaire? Non. Puis c'est toujours un peu de danger quand on tente trop d'expliquer un peu le passé. Puis fait que ça enlève un peu de mystère, je trouve, au premier film à l'original. Là, mais dans le style, c'est quand même bien fait. Là. Puis, puis ça enlève rien au premier Omen. Je trouve que ça vient pas de débâtir des choses. Non plus. Fait que ça vient rajouter... Puis il reste certains mystères encore. Tout n'est pas expliqué... clairement, disons. Non. Puis moi, j'ai vraiment bien adoré, honnêtement, la réalisation d'Arkasha Stevenson. C'est une réalisatrice avec qui faisait son premier long-métrage. Elle aussi, elle vient de la télé. Là, je trouve qu'elle a réussi vraiment à créer des ambiances intéressantes. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire comme prochain film. Je trouve que la direction artistique est bien faite. Là, on recrée bien les années 70. Là, aussi dans le grain de l'image, aussi, il y a quelque chose. Fait que je trouve que ça se colle bien. Là. On n'est pas... ça paraît pas trop que ça a été fait en 2024. Il y a un truc qui nous avait marqué, c'est que je me souviens plus quelle année se passe exactement le film. C'est-tu 76? C'est un peu avant? Là? C'est en 71. C'est ça l'affaire. En regardant les The Omen, j'ai compris finalement que la naissance de Damien, c'est en 71. Fait qu'ils sont corrects. Fait qu'ils sont en 71. Ils sont en 71. Mais à un moment donné, ils vont dans un club. Puis là, ils font jouer de l'espèce, c'est ça, parce qu'ils jouent du disco. C'est Daddy Cool, le Boney M qui joue. Puis là, les deux, on a comme fait, il semble, le disco, c'est arrivé un petit peu plus tard quand même. Puis là, c'est une tune qui est sortie en 76 pour plus mélanger. Puis je suis comme,
bon, parmi tout le répertoire qu'il y avait, ça aurait été quoi de pas faire un anachronisme sur une chanson dans un bar dansante, tu sais, pogne des tubes qui jouaient à ce moment-là quand les jeunes dansaient. Ça me fâche, les petites affaires de même. Clairement, ils se sont posés la question, puis ils ont dit, on s'en fout. Moi, je pense qu'elle a été utilisée pour une raison précise, parce que la chanson a quand même un double sens en quelque part. Daddy Cool? Ben oui. Parce qu'il y a un lien quand même avec... Pas si cool que ça, Daddy. Non, effectivement. Fait que probablement qu'ils se sont dit, ça serait drôle comme un petit clin d'œil, mais ça n'avait pas de sens en termes d'histoire, là, tu sais, Mais bref. Mais je vais juste revenir sur... surtout, moi, j'ai bien apprécié aussi la comédienne, là, Nell Tiger... Free, ouais. Ça peut pas être son vrai nom, Tiger Free. Ouais, c'est ça. La fille de Tiger King? Non. qui s'était fait connaître plus comme la Myrcella Baratheon dans les dernières saisons de Game of Thrones. La saison c'est 5 ça, et 6. Je disais, tout le monde de Game of Thrones. Donc, c'est une graduée de ça, mais elle a fait quand même d'autres séries télé là, qui avaient été bien accueillies que j'ai pas vues. Mais ceci dit, j'ai vraiment trouvé très Ralph Ineson est clairement casté juste par son espèce de voix qui pogne juste dans le subwoofer dans les salles de cinéma. Là. C'est tellement iconique. Ouais. Genre de face que tu dis, je l'ai vu quelque part, mais je suis plus sûr. Belle carrière remplie de deuxième rôle partout au cinéma. Ouais. Fait que si vous aimez ce genre-là, puis justement, Immaculée, c'est peut-être un peu trop niche pour vous. Quelque chose d'un peu plus conventionnel, mais bien fait. Je pense que The First Woman satisfait à ce niveau-là amplement. Là. Puis, son gros clin d'œil aussi, un autre classique, c'est Rosemary's Baby. Là. Fait qu'on est un peu dans cette talle-là aussi, dans certaines séquences et tout ça. Mais je l'ai pas vu. C'est quelle année? C'est-tu plus? 68. OK, fait que c'est... Puis, Exorcist, c'est à... 73 après. Ah, OK. Ouais. Fait que Rosemary's Baby était comme un peu le premier de ce courant-là, mais encore là, c'est pas un film qui est horrifique, que tu vas avoir peur, mais c'est plus... Les des fois, idées qu'on amène, c'est comme terrifiant un peu. C'est ça, je comprends que c'est la première fois que ça a été fait. Qu'on représente... c'est ça, c'est toujours... étant élevé quand même avec les racines catholiques un peu, là, fait que c'est toujours un peu confrontant qu'on joue sur les images du diable et de l'Église et tout ça. Puis à noter que la production s'est quand même frottée pendant une bonne année avec le ratings américain concernant la cote de 18 ans et plus, puis NC-17 au début. Ouais, à cause de la scène d'accouchement, qui est quand même assez graphique, troublante. Puis dans le fond, à l'origine, le plan était vraiment de face. Là. OK. Qu'on voyait vraiment... Fait que les organes sexuels, faut pas voir ça. Ça, c'est... Effectivement. C'est ça. Donc, on peut voir du monde se faire arracher des organes vivants, mais la sexualité, ça, c'est vraiment... Faut pas en parler. Le compromis, ça a été de le mettre de 3/4 à peu près. Ouais, là, un peu caché. Là. Ouais. Mais c'est pas si... Je trouve ça intéressant parce que ça fait encore les films d'horreur où tu fais... Hey, je l'ai vu, mais je l'ai pas trop vu, là. Un petit peu peep show, là. Peephole, là. Genre, tu regardes à travers le trou de serrure. Tu dis, mais je pense que je l'ai vu, mais pas sûr. Toujours plus efficace. Ouais, c'est ça. Ouais. Restons dans le surnaturel avec Exuma de Yang Jae-yoon. Ouais. Qu'est-ce que c'est, Exuma? C'est le film numéro 1 au box-office en Corée du Sud actuellement, depuis sa sortie en février. Ça avait été présenté en primeur à la Berlinale là, à la mi-février, fait que c'est tout récent, tout chaud. Et c'est vraiment un gros hit là-bas au box-office. Ça dépasse, Dune l'a pas dépassé. Il est même déjà plus élevé que Parasite en 2019 là, en termes monétaires. Écoute, je suis allé voir, il est maintenant au 18e rang des films coréens de tous les temps. C'est ça. En 2 mois, fait que c'est quand même remarquable avec un gros boss. Oui, c'est ça. Je serais pas surpris qu'il se rende à... il est à 75 millions, fait qu'il va sûrement se rendre à une centaine de millions. T'sais. Fait que... Puis d'habitude, soit ces films-là se rendent pas ici ou ça prend vraiment une bonne secousse avant que ça arrive. Là, Parasite, c'est comme un exemple différent parce qu'il a gagné à Cannes, il me semble. Ouais, il avait gagné la Palme d'Or puis tout. Fait que dans ce temps-là, il y a un gros hype. Puis Bong Joon-ho, en général, ses films sont rendus ici. Au parc Chan-wook, c'est pas mal les deux gros réals. Là. Chan-wook qui avait fait Old Boy, entre autres. Mm-hmm. Mais ici, en tout cas, je connais pas les autres films là, de Jang Jae-yoon. Puis je nommerai pas tous les comédiens parce que, écoute, la plupart des gens les connaissent pas, mais c'est quand même des comédiens
très établis ou en devenir là-bas en Corée. Mais entre autres, Choi Min-sik qui était dans Old Boy et I Saw the Devil, qui sont 2 gros films d'horreur qui sont rendus ici. OK. De quoi ça parle, Exuma? Ben, premièrement, c'est juste disponible en version coréenne avec sous-titré anglais. Il est disponible au Clap à Québec et je pense qu'à Montréal, il l'ouvre très prochainement au Forum et peut-être d'autres salles. Fait que assez niché, mais si ce film vous intéresse, des fois, parlez-en à vos cinémas, puis eux vont regarder la possibilité des fois de l'entrée, ne serait-ce que pour une projection, etc., etc. On va suivre, on découvre une famille coréenne très aisée qui vivent à Los Angeles, mais qui vont faire appel à 2 jeunes chamans pour les aider à sauver leur nouveau-né après avoir été victimes d'une série d'événements paranormaux qui semblent affecter leur famille. Fait que les 2 chamans vont s'associer avec on comprend qu'ils ont déjà fait affaire ensemble, un fossoyeur, genre un peu, là, comme genre de spécialiste des terrains pour trouver des lots pour... En anglais, c'est comme un geomancer, là, comme un nécromancien de la terre. Genre, c'est ça. Et l'autre qui est comme un responsable directeur funéraire, quelque chose comme ça. Fait que, le film ne l'explique pas trop, mais parce que c'est un film fait en Corée pour les Coréens, là, dans le sens qu'ils ont beaucoup d'appartenance à où est-ce qu'on enterre les gens puis comment ça fonctionne. T'sais, nous, il faut que tu sois dans un cimetière, mais là-bas, tu peux, de ce que je crois comprendre, tu peux acheter un certain lot dans le bois puis dire « Ah, ça va être super beau ici pour que les esprits puissent partir en paix vers le ciel. » Puis enterrer ta famille là, tu sais, selon certaines règles. Puis après, ben, eux, là, ils sont fait appeler pour déterrer et s'assurer de faire ça dans le respect et de pas avoir de possession et de problème avec nous. Que dans une certaine mesure, oui, on va être dans le surnaturel, mais je crois qu'il y a des affaires qui sont des vrais... pas des faits, là, mais des vraies façons de faire, si on veut, là-bas. Et bref, fait que là, leur enquête va les mener à excaver une mystérieuse tombe, et ce qui va provoquer de terribles conséquences pendant 2 heures. Fait que c'est pas du pur et dur horreur, si on veut. On est beaucoup dans le mystère surnaturel. Fait que oui, il va y avoir des genres de fantômes, des affaires... effrayantes et troublantes, mais c'est pas un film de jump scare, c'est pas un film de body horror, vraiment. On est plus dans l'occulte. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je suis vraiment embarqué dans l'histoire. Il y a comme 2h15, 2h10. Puis moi, j'ai pas vu le temps passer. Là, il y a un moment donné, j'étais comme, je me demande où on est. Puis on était comme à la moitié du film à peu près. Puis ça repartait encore pour plus de questionnement, si on veut. Puis ce que j'aimais bien, c'est qu'on explique ce qu'il faut, mais on n'explique pas tout. Tu sais, vu qu'on suit 2 chamans, puis des exhumeurs de tombes, des affaires comme ça, ben on n'explique pas nécessairement qu'est-ce qu'ils font. Pour eux, c'est le concret, c'est ce qu'ils font tous les jours, là, des familles qui sont comme j'arrête pas de faire des cauchemars que ma grand-mère vient me hanter, puis là, ben on va aller fouiller, puis bon, il y a quelqu'un qui a volé de quoi à grand-mère, faut y redonner, ça l'empêche de partir là-bas. Fait que c'est du day-to-day un peu pour eux autres. Lui qui est spécialiste, justement, là, Choi Min-sik, qui est comme le spécialiste des terrains et tout, tu sais, il voit tout de suite, là, dès qu'il arrive à un endroit, c'est comme, tu sais, il goûte le sol, puis il est genre, OK, ici, non, c'est un bon site, c'est bien correct. Ah, il y a une belle vue, tu sais, les cadavres doivent être contents, genre. Alors que quand il arrive à l'autre site, c'est comme, oh, ça cloche, tu sais, tout de suite, le feeling est pas bon sur la place. Mais c'est pas tant que ça montré à l'écran, au sens où nous, on dirait, ben, c'est dans la forêt, ça a l'air bien correct, tu sais, mais c'est comme, ah, non, il y a quelque chose de louche ici, tu sais. Fait que tout ça va les mener à cette espèce de grande enquête mystérieuse, paranormale, là, sur qu'est-ce qu'on a enterré, qu'on n'aurait pas dû enterrer. Voilà, effectivement, je suis d'accord avec toi que le scénario est vraiment bien ficelé, ou surtout ne sachant pas du tout à quoi je m'attaquais. Fait que ça garde notre intérêt tout le long. Il y a vraiment une part de mystère, on se doute vraiment pas trop où ça va s'en aller, même comment ça va se terminer. Puis honnêtement, les comédiens sont vraiment très très bons aussi. Là. Une belle chimie entre eux, des beaux personnages. Puis effectivement, j'aime cette part d'ombre-là. On n'explique pas d'où viennent ces talents-là, ces pouvoirs un peu surnaturels qu'ils peuvent avoir. Les plus vieux, les 2 personnages plus vieux, c'est pas eux les chamans, c'est les 2 plus jeunes, c'est les 2 qui ont, mettons, mi-vingtaine. Puis c'est comme, on est des chamans. On comprend comme une espèce de confrérie, là, parce qu'il y en a 2 autres qui viennent m'emmener. Ouais, puis t'apprends ça d'un maître, genre, etc. C'est ça, là. Fait que non. Mais ils sont, je veux dire, ils ont des souliers Nike puis des cellulaires, là. C'est pas... c'est ça, c'est pas des moines, là, tu sais. Non, vraiment pas. Fait que si vous voulez quelque chose de très original... Mais moi, j'aime bien parce que je trouve ça glauque fouiller dans des tombes, puis...
Ouais, je trouve ça terrifiant. Puis d'ailleurs, il y a ça dans le premier Omen. Oui. L'original, là, en tout cas, l'enquête du personnage lui-même amené à fouiller des tombes. Je disais, c'est quand même dans la thématique cette semaine aussi. On est un peu dans la mort, puis dans les 6 pieds sous terre. Bref, fait que j'espère que le mot va se passer. Là, j'ai vu sur les réseaux sociaux que les gens sont vraiment enthousiastes que le film se présente ici. Ça rappelle un peu l'effet Godzilla Minus One, là, justement, de comme, OK, un film de qualité d'un autre pays. C'est pas une comédie familiale, là, c'est pas pour tout le monde, tu sais. Mais dans ce genre-là, je trouve que c'est un film de haute qualité. Puis j'adore voir du cinéma international comme il se fait là-bas, puis qui n'est pas toujours sauce américaine ou avec les mêmes faces tout le temps, tu sais. Non, c'est ça. Puis je pense qu'une des raisons de son succès là-bas, c'est que ça semble adresser vraiment l'histoire coréenne, puis les liens avec les pays, la culture, puis évidemment tout le rapport aux esprits aussi, là, qu'on voit quand même aussi dans le cinéma chinois, japonais aussi, asiatique. Fait que non, quand même une belle surprise, là. Moi, un peu comme toi, j'avais vu ça, je pense que toi qui m'en avais parlé au début, mais après ça, je voyais un peu le buzz passer sur différents sites là, de fans de cinéma, tout ça, fait que j'étais bien curieux de voir ça. Bon, alors, complètement ailleurs, complètement ailleurs, je veux dire, restons dans le culturel, d'une certaine façon. Oui, parce qu'on visite le monde cette semaine, Monkey Man de Dev Patel. Ben oui, première réalisation pour Dev Patel, qu'on connaît surtout de Slumdog Millionaire. Et Lion, moi, surtout. Ben voilà, c'est ça, qui est surtout dans des drames. Ouais. Mais là, il y a une bonne idée de film d'action, fait qu'il a coécrit le scénario et prend le rôle principal, fait qu'il s'est mis en forme et finalement réalise le film. On y reviendra dans les fun facts sur pourquoi il s'est ramassé là. Ouais. Mais on va suivre ce jeune homme qui, en fait, cherche à se venger des dirigeants corrompus qui ont assassiné sa mère et brûlé tout le village, son village natal. Fait qu'il va essayer de rentrer tranquillement dans ce monde-là pour obtenir vengeance. Et tout ce film-là commence déjà avec du combat illégal où il y a son personnage d'homme-singe, qu'on comprend vient d'une BD, d'un genre de légende qu'il lisait avec sa mère. Fait qu'il est déjà un peu le Monkey Man. Mais c'est pas comme un super-héros, là. C'est juste un mec qui va péter des gueules. Il a gagné le Audience Award, donc le prix du public, à South by Southwest, qui a été présenté il y a quelques semaines. Puis, je tombe déjà un peu dans la mythologie autour, là, c'est que la mythologie hindouiste parle beaucoup de Hanuman, qui est comme un singe balèze, un peu, c'est déjà un peu bipède, un singe, là, c'est entre les deux, justement. Là. Fait que c'est Hanuman, c'est le dieu singe, le patron des lutteurs, le dieu de la sagesse. Fait que le film n'en fait jamais mention, mais c'est juste quand tu comprends, j'ai lu par après toute cette culture-là, qui est décrit comme assez fort pour soulever des montagnes, tuer des démons, rivaliser de vitesse avec Garuda, qui est l'homme-oiseau. Puis à l'origine, Hanuman était justement le gardien des propriétés et le tout fondateur d'un nouveau village devait ériger sa statue, car c'était le gardien de tout ça. Fait que le film en parle pas, accuse pas ces choses-là, mais quand tu le comprends, c'est clair que c'est un peu ça qu'il est. Soit dit en passant, il y a un peu d'hindou dans le film, c'est ça, la langue indienne. J'ai toujours peur de dire n'importe quoi, mais la majorité est quand même en anglais. Fait que tu vois que c'est un film qui a été, tourné là-bas, mais financé par les Américains. Exactement. En fait, je suis passé la balle après, mais rapidement, c'était un projet qui avait été développé par Netflix, acheté par Netflix. Ouais. Puis ils ont comme à un moment donné fait « Oh, OK, c'est pas... » Eux, ils pensaient le vendre en Inde, puis en fait... « Oh! » Ouais, c'est ça. Puis on dit peut-être que finalement, ça marche pas dans ce genre de film qu'on pensait être. Puis Patel... C'est quand même un message politique, critique sociale dans le film. Là, c'est ça, c'est ça. Patel, quand fait que même. Oui, il est très engagé. Il est indien, mais comme américanisé et tout, dans une certaine façon. Fait que... Patel s'est retrouvé en lien avec Jordan Peele puis sa compagnie Monkey Paw Production, fait que tout est une affaire de singe. Ouais. Et puis Monkey Paw, Jordan Peele, lui, il a un deal avec Universal, fait qu'il a convaincu Universal d'acheter le film pour des peanuts, puis de le sortir au cinéma. Fait que je pense que, si j'ai bien compris, Netflix avait payé 30 millions le budget, puis Universal l'ont racheté juste 10 millions. Puis, d'après moi, il va faire cet argent-là facilement en fin de semaine. Il va sûrement faire une quinzaine de millions, puis tout. Fait que c'est vraiment... C'est un bon coup, honnêtement, pour Peele. Je dirais pas... Netflix, c'est quand même généralement niaiseux. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est parce qu'ils n'ont pas de stratégie de sortie au cinéma. Fait que c'est sûr que ça marche pas s'ils pensaient le sortir en plateforme là-bas, puis tout. Puis là, ils ont eu peur. Fait que, voilà.
Puis ce qui est ironique parce que les films de Universal se ramassent toujours inévitablement sur Netflix comme 8 mois plus tard. Ça, ouais, fait que donc la boucle va rouler, ils vont juste avoir perdu de l'argent au bout du compte, puis ils vont repayer pour que le film joue sur leur plateforme. Tu sais, tout ça est très absurde. Et au début, Patel avait... veux-tu que je te laisse parler un peu? Vas-y. Il avait approché Neil Blomkamp pour réaliser, eux qui avaient joué ensemble dans C'est Chappie, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, joué ensemble. Patel avait joué pour Blomkamp. Puis lui, il a fait comme... Il a décliné, puis il a dit non, tu devrais le réaliser toi-même. Puis c'est ça que Patel a voulu faire avec le film, c'est... trouvait que l'action était quand même un genre qui est quand même surutilisé en général, fait qu'il voulait y mettre un petit peu plus d'âme puis un peu d'aspect culturel. Et je vais te laisser parler un peu, puis... je vais prendre le ballon au bon, parce qu'effectivement, il trouvait que pour les genres de rôles dans ces genres de films-là, pour les gens de hindous et tout ça, de ces origines-là, c'était souvent comme le gars de l'informatique ou le comic relief. Alors lui, il voulait vraiment créer... un personnage central qui pèterait des gueules. Puis je me demandais si c'était vraiment entraîné pour le film. Mais Dave Patel est quand même une ceinture noire en taekwondo. Ouais, j'ai vu que depuis son jeune âge, puis il n'a jamais arrêté d'en faire. Puis écoute, même en 2004, il avait gagné une compétition internationale. Pas gagné, parce qu'il avait terminé avec une médaille de bronze, 3e place quand même. C'est mieux que moi. Fait que vraiment. Alors, fait que c'est vraiment en lui. D'ailleurs, il était crédible, justement, je trouvais, dans ses scènes de combat. Puis Monkey Man, ben écoute, on s'en cachera pas que si vous avez vu la bande-annonce, esthétiquement, on est très inspiré de John Wick, là. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, je m'attendais à voir Winston popper à un moment donné. Ouais, on est dans des hôtels quand même aussi. Ouais, il n'y a pas l'espèce... C'est qu'il n'y a pas la mysticité de John Wick, là, avec comme des assassins, puis leur façon de faire, puis tout. Il n'y a pas ça. Mais... dans les chorégraphies. Il s'intègre dans un hôtel puis il pète des gueules en série. Mais les chorégraphies sont évidemment... John Wick fait maintenant école. Là, maintenant, les scènes de combat sont très inspirées d'eux. Mais aussi dans la palette de couleurs, je trouve, dans les tons de mauve, de pourpre, de violet, vert. Ouais, d'éclairage néon. Là, c'est ça. Fait que visuellement, c'est quand même un très beau film aussi, Monkey Man. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est au moins l'enrobage, effectivement, très classique comme histoire, comme film, mais... dans un univers qu'on connaît pas trop, qu'on n'a pas tant vu de films, en tout cas moi, de ce monde-là. Non, c'est ça. Ni de Bollywood, là, même si c'est comme une espèce de résurgence des dernières années. Je dois avouer que j'ai manqué ce bateau-là. Mais fait que j'ai trouvé ça très, très appréciable là, d'être plongé dans un univers que je connais pas, mais en même temps, c'est très sale, il y a de la poussière dans les images, tu le remarquais justement. Là, c'est ça. Je trouve qu'il faut le comparer à John Wick pour ne pas le comparer à John Wick, c'est-à-dire que si on y va en disant « OK, c'est un John Wick indien » ou quelque chose comme ça, ben peut-être qu'on va être déçu parce que c'est pas... Oui, c'est un film de combat. On parlait du Elevated Horror. C'est comme du Elevated Action, tant qu'à moi. Mais, il y a l'éclairage néon, mais c'est beaucoup plus sale. John Wick est très... je sais pas si c'est le bon terme, mais ouais, léché. Il est comme stoïque, il est comme froid quand même dans sa façon de faire. Une image très nette, très brillante. Lui, c'est sale. On est à Mumbai, en fait, je pense. Ça, on se précise. Non, pas exactement, mais on comprend quand même dans une grosse ville. Puis, tu sais, souvent, on est dans la ruelle derrière l'hôtel ou dans des un peu plus ghetto. Fait que, tu sais, c'est pas très propre, c'est pas très beau. Fait que c'est ça, c'est un côté sale là. John Wick est un assassin entraîné. Lui, c'est un gars qui perd toujours dans des combats amateurs qu'il fait, mais qui tranquillement il bâtit sa vengeance. Mais il est pas, il est meilleur que moi en combat, mais il est pas préparé. C'est pas un professionnel. C'est ça. Il y a moins d'armes à feu là. John Wick, c'était beaucoup ça. Là, les coups de poing style, je sais pas quel art martial là, mais avec des guns, tu charges au bout, balle infinie, puis toutes ces affaires là. Ben, c'est pas ça, là. Fait que... Mais bref, c'est pour ça que je dis qu'il faut comme... C'est dans une certaine lignée, mais c'est pas une imitation de Wick. Fait que... Mais je pense que si vous aimez un, vous pouvez très bien aimer l'autre. Puis je pense pas qu'il va y avoir un Monkey Paw 2, 3, 4 puis 5, là. Contrairement au John Wick, là. Patel est pas contre. Mais c'est drôle parce que... deux phrases, à un moment donné... Il se magasine une arme à feu, puis la personne dit « Hey, t'aimes-tu John Wick? » Check, ça, c'est la même réplique que dans le film. Fait qu'il est dans un univers où le film de John Wick existe, puis il y a même une histoire de chien à un moment donné, genre,
qui disparaît un peu rapidement, mais c'est pas une histoire de vengeance canine et tout, là. Fait que c'est quand même drôle pour ça. Mais ouais, moi, je trouvais ça vraiment le fun, là. Déjà, quand je disais, tu sais, les Beekeepers puis des affaires, que c'était un peu des films de papa, puis j'aime ça écouter ces films d'action-là, même si c'est stupide. Ben, celui-là, il s'en est un bon, finalement. Fait que je pense que si vous aimez le genre, allez-y. 16 ans et plus violence. Ouais. Je les ai trouvés un peu sévères, mais en même temps, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a une couple de kills surprenants là, de couteaux ou d'objets qui transpercent des corps humains. Ouais, je pense que la violence est quand même un peu plus réelle que John Wick. Ben c'est ça, c'est parce que John Wick, c'est très coup de feu avec pas de sang. Ouais, c'est Ici, ça. Il y a quand même beaucoup de sang. C'est un jeu vidéo là, à longue. Là, c'est ça. Puis je pensais au début quand ça commence avec le combat, c'est quand même drôle aussi, l'animateur des combats illégaux, c'est Sharlto Copley, justement, qui était dans pas mal de Neil Blomkamp et tout. C'est que je sais pas si en Inde, ils vont trouver ça élevé, son accent australien. Pas australien. Sud-africain. Ouais, c'est ça, sud-africain, exact. Puis... mais là, bon, le personnage s'installe, on comprend où il se passe, puis là, à un moment donné, il passe à l'action, puis là, j'étais là, est-ce qu'on est dans un moment où là, il va y avoir de l'action non-stop jusqu'à la fin? Là, j'étais comme dans ce mood-là, mais le film a comme une descente, une coupure, on se repose, on explique, on comprend plus le passé, puis là, on repart pour la deuxième portion, tu sais. Fait que, mais ça aurait pu être intéressant, un film qui explique pas grand-chose, puis qui fait juste continuer, là. Fait que... Ben, même, là, c'est vrai que le premier John Wick était un peu comme ça, mais non, il y avait des moments où il se posait, il allait voir Willem Dafoe, puis blablabla. Ouais. Là, fait que... Ben, puis je pense avec John Wick, dès le départ, on comprenait la motivation de sa vengeance, même si ça prenait du temps avant de s'installer. Puis là, je dois avouer que pendant peut-être 30... On fonctionne en flashback. Là. Ouais, puis ça prend du temps avant qu'on comprenne exactement ce qui se passe. On se doute un peu, là. Fait que ça, je dirais, fait que c'est dur un peu de s'identifier un peu à cette quête-là, mais au fur et à mesure que l'histoire progresse, je trouve qu'on embarque, mais c'est vraiment dans l'efficacité des scènes d'action que ça demeure. C'est comme une formule où, au lieu de te motiver émotionnellement, on te motive par l'action puis le visuel. Puis plus tard, peut-être c'est ça, au milieu du film, là, tu comprends, puis là, tu es comme, OK, oui, je suis down avec ton projet, mon ami. Vas-y, jeune Monkey Man. Fait que, ouais, voilà, je sais pas si tu avais d'autres choses. D'autres fun facts. Il s'est blessé beaucoup dans le tournage. Ouais, assez rapidement, il s'est cassé la main, je pense, puis il a fallu qu'il continue pareil. Là, il pouvait pas avoir de plâtre et tout. Dans les autres sorties, il y a on dit film d'essai, moi j'ai quasiment envie de dire docu-fiction, en tout cas Festin boréal de Robert Morin, qui suit un orignal qui est atteint d'une flèche par des chasseurs et réussit à se sauver dans le bois, mais va aller mourir loin en forêt. Et ben sa carcasse va devenir un festin pour tous ses congénères dans la forêt boréale. Tous les animaux et insectes et mammifères vont se régaler. Et... c'est un peu ça. Fait qu'on va suivre sur 1 an la décomposition de l'animal. Mais là, en l'écoutant, il y a comme plein de questions que je vais essayer de répondre en ayant lu un peu le dossier de presse et des entrevues, des choses comme ça. Ils ont tué aucun animal, ils ont utilisé 7, si je me souviens bien, différentes carcasses qui sont allées placer dans la forêt de la Vérandrie dans différents lieux. Fait que c'est comme truqué pour que ça ait l'air d'être à la même place, mais c'est à plusieurs endroits. Et ça a pris 3 ans à filmer. À aller, des fois des grosses caméras pro, des fois des GoPro, des fois des caméras de chasse, là, comme que tu installes ces arbres pour voir les choses arriver, à aller mettre des battery packs. Puis vraiment, je pense qu'il s'est comme cassé les fesses, Robert Morin, puis sa petite équipe, à aller chercher du matériel, ramener, capter. Puis des fois, il n'y a rien. Puis à un moment donné, là, tu pognes 3 renards qui se battent pour déchirer un peu de viande ou un ours ou des choses comme ça. Puis ils ont ramené ça comme s'ils se décomposaient en 1 an. Mais évidemment, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Mais eux, ils disent qu'ils sont quand même à y aller puis que ça sente la viande pourrie non-stop puis à placer les orignaux à différents endroits, à fabriquer des faux panaches pour qu'il y ait une continuité parce que sinon, tu verrais tout de suite que c'est pas la même bête. Fait que c'est vraiment un tour de force d'avoir comme consolider ça puis placer ça là. Fait que ça a l'air d'un documentaire, mais il n'y a aucune narration. Il y a de la musique, si ma mémoire est bonne, mais fait que tu vois juste les animaux évoluer comme ça. Ça dure 75 minutes, fait que c'est quand même assez... c'est très efficace. On voit Robert Morin lui-même en caméo éventuellement. Puis je trouve ça drôle, là, une espèce de son humour noir un peu. Là. Il est comme un chasseur qui vient, mais qui voit la bête qui est déjà morte, qui vomit par l'odeur. Je sais pas si ça a été un élan naturel. Puis comme il se prend en photo avec, puis il s'en va, fait que je sais pas si c'est un peu
Ah oui, j'ai tué cette bête-là à m'amener, mais dans le fond, il la ramasse pas, puis c'est pas lui qui l'a tué non plus, puis tout, là, un peu cheeky. Fait que c'est vraiment un très beau film, unique, puis honnêtement, j'y allais au départ, j'avais mes appréhensions, là. J'étais comme, oh, ça va être lourdeau, puis justement, film d'essai, mais j'étais comme, ah non, c'est très poétique, mais poésie de base, là, comme qui s'écoute très facilement. Il y a quand même aussi de la coupe forestière au travers de ça, puis je trouve que c'était des séquences quand même choquantes, là, de voir des cimes d'arbres qui se font, surtout quand ils sont comme enneigés, puis là, l'espèce de grosse machine, clac, qui coupe ça, l'arbre disparaît un après l'autre et tout, fait que ça fait prendre conscience un peu à la Richard Desjardins, là. Mm-hmm. Voilà. Fait que pour Festin Boréal, qui est quand même un petit ovni aussi, là, comme on dit, le genre de film qui sera pas à l'affiche 8 semaines. Là, fait que hâtez-vous, mais il risque d'avoir, j'imagine, des projections spéciales un peu partout en province, en région. Le drame Soleil Atikamek, que je n'ai pas eu le temps de voir, de Chloé Leriche, qui avait fait Avant les rues en 2016, qui se passait aussi dans la même communauté, si j'ai bien compris. Que j'ai commencé à écouter, il est sur tout.tv, lui, Avant les rues, mais Soleil Atikamek est au cinéma depuis cette semaine. Ça se passe autour du 26 juin 1977, donc juste après la naissance de Damien, un an après, à peu près. Non, pas un an après, c'est plus le premier film se passe en 76, puis il y a 5 ans, mon erreur. Non, il est sorti en 60... Non, c'est ça. Parenthèse. First Man est sorti en 76, ouais, mais il se passe en 76. C'est ça, parfait. Okay. Bref, tout ça pour revenir à Soleil Atikamek. Désolé pour ça. Parce qu'en fait, c'est bien plus triste puisque 5 membres de la communauté Atikamek qui étaient à Manawan, en Mauricie, ils sont retrouvés morts dans des circonstances suspectes dans une camionnette. Puis ça s'est arrivé pour vrai. Puis ce qu'on comprend, c'est que véridique. Ouais, c'est ça. Et les autorités ont comme pas mal ignoré la gravité parce que dans le fond, c'est des autochtones, fait qu'on s'en fout un peu. T'sais. C'est ça qu'on comprend. Fait que ce qu'elle a fait, Chloé Leriche, c'est qu'elle a fait des interviews avec comme les survivants, puis parce qu'il n'y a pas vraiment de témoins parce que c'est un truc qui est arrivé dans la nuit. Puis elle a comme utilisé ça pour faire une reconstitution. J'ai plus d'autres exemples, mais il y a d'autres films comme ça qui ont fait de genre imaginons ce qu'il s'est passé. Mm-hmm. Genre Spencer, mettons, mais tu sais, pas juste le divorce, la Lady Di, mais là c'est vraiment la mort de gens. Fait que comment ça a été appris par la communauté, puis c'est comme une espèce de prise de conscience collective de genre, ouais, tu sais, les Blancs puis la justice se fout pas mal de nous, là. Fait que, honnêtement, j'ai juste manqué de temps pour l'écouter là, avant l'épisode, mais je trouve ça quand même très intéressant comme film, fait que je vais quand même, par devoir, si on veut, devoir cinématographique, essayer de l'écouter. Je serais pas surpris qu'on en reparle, mettons, dans les remises de prix l'an prochain et tout, là, comme, ce sera pas un premier film, mais en tout cas, il y a de quoi de très intéressant dans tout ça. Moi, d'autant plus que je suis déjà allé à Manawan faire des animations scolaires. Ouais, OK. Quelques jours, passé 2 jours là, fait que c'est assez dépaysant. OK. D'arriver dans une communauté, première expérience, communauté complètement autochtone, où t'es vraiment là, c'est toi la minorité, clairement. Ouais. Puis tu sens que t'es pas nécessairement non plus le bienvenu, là. Fait que tu sens un peu des tensions, là. C'est spécial un peu, là, ouais. Ah ben. Fait que, ouais, je vais regarder ça, assurément. Ouais, Soleil Atikamek. Il y a aussi le drame Magnificat de Virginie Sauveur, où une chancelière de diocèse enquête sur la véritable identité d'un prêtre décédé après avoir découvert qu'il s'agirait probablement d'une femme en réalité. Fait qu'on est avec Karine Viard. Ça va être une histoire qui va questionner beaucoup les tabous et la modernisation de l'Église catholique. C'est donc un film français. Et dans le thème encore de la religion de l'Église, c'est ça, mais comme une semaine après Pâques. Mais bon, voilà. Il y a aussi à Montréal la comédie scandaleusement vôtre, Wicked Little Letters, avec Olivia Colman et Jessie Buckley, mais nous, on va vous en parler la semaine prochaine, alors qu'il va prendre l'affiche à Québec. Fait que c'est ce qui conclut le balado pour cette semaine. Je pense que c'est assez de films. La semaine prochaine, justement, 12 avril, outre Wicked Little Letters, il y a Civil War de Alex Garland, Guerre civile, que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Aussi. Une année difficile aussi de Eric Toledano et Olivier Nakaché, là, qu'on associe encore toujours à... Intouchable. Intouchable, merci, j'allais dire irréversible, mais non, c'est pas du tout ça. Voilà. Sur la Terre comme au ciel aussi, qu'on suit une ado dans un espèce de groupe chrétien évangile assez extrême qui va se ramasser à Montréal avec, entre autres, Edith Cochrane, un film québécois.
que j'ai comme pas entendu parler ni d'Ève ni d'Adam, en parlant de religion. Ben, moi, je vois juste l'espèce de silhouette cartonnée dans le cinéma qui est assez spooky quand même. Ouais, mais c'est pas supposé être un film d'horreur. Pas, mais c'est la comédienne qui a un look un peu atypique. C'est parce que ça a l'air quasiment juif acidique d'une certaine manière, là, d'être quand les plus intenses. Là. Voilà. Fait que, comme d'hab, pour nous contacter, écrivez-nous balado au singulier commercial monciné.ca. On vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Pour ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Puis si jamais vous accouchez d'un enfant puis vous voyez la marque de la bête 666 sur sa tête, posez-vous des questions, c'est qui est le père? Le baptême va être difficile.